sur tousporlasanté.tv. Manque de masques, pénurie de tests de dépistage, rupture de stock de médicaments essentiels, notamment en réanimation. La crise du Covid a servi de révélateur à la dépendance sanitaire de la France vis-à-vis d'autres pays tels que la Chine. Et si la France retrouvait son indépendance sanitaire ? Naturellement, je me tourne vers vous, Roselyne Bachelot. Vous avez connu une crise importante, la fameuse pandémie de H1N1 en 2009. Vous avez fait le choix de la prudence. Vous avez commandé de mémoire 100 millions de vaccins, des masques à ne plus savoir qu'en faire. Vous avez été critiqué. L'histoire récente vous a bien sûr donné raison. Comment doit-on se préparer ? Il y a 3 problématiques. D'abord, les produits de haute technologie. Les réponses ne peuvent être qu'européennes. On le voit par exemple sur la recherche sur les vaccins. La deuxième problématique est celle des produits, je dirais, courants. Alors, moi, je trouve très sympathique de décider qu'on va rapatrier un certain nombre d'industries de santé. Je demande à ce que les Français en acceptent toutes les problématiques au niveau des coûts et des prix. Et des conséquences. On a décidé d'avoir un système de santé solidaire. On a décidé d'écraser volontairement le prix des spécialités pharmaceutiques pour réduire ces dépenses solidaires. Il faut donc qu'on accepte aussi un certain nombre des conséquences de cela. Et puis la troisième problématique, elle est celle des mesures de précaution. Il suffit qu'il y ait concomitance entre un problème sanitaire et la zone de fabrication pour qu'on se trouve dans de grandes difficultés, mais qui sont faciles à résoudre si on a pris des mesures de précaution et de stockage. Quand la Chine avait besoin de masques, voilà. Ils ont pris les masques pour eux. Donc je crois qu'il y a 3 catégories de problèmes et qu'on ne peut pas les mélanger les uns avec les autres. J'aimerais bien, justement, juste après vous, avoir le point de vue de l'économiste. Frédéric Bizard, vous venez de sortir un livre. Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ? En France, on considère que la défense est un secteur stratégique dans lequel on investit au cas où pour se protéger. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait en santé. C'est une bonne comparaison, la défense, parce que malheureusement, en santé, depuis nombreuses années, on est sur le temps court. Et la santé, c'est un secteur qui ne peut bien se gérer que si on travaille sur le temps long. Si on prend l'industrie pharmaceutique, il fonctionne sur des cycles longs. On n'a pas considéré cette industrie comme une industrie stratégique pour le pays. Donc à partir de là, on a vu une forme de désinvestissement de la part des industriels qui n'ont pas vu dans la France un pays qui allait donner une visibilité suffisante et qui allait faire de la santé un bien public stratégique. Donc, on est court-termiste. On est court-termiste. Ce Covid, il ne nous a rien appris, mais il a eu un effet miroir pour nous dire attention, attention. Là, ce que vous pressentiez, ça devient une urgence de repenser tout ça. Et ça, je pense que ça va être en tout cas un effet salvateur de cette crise. Bruno Lina, cette vision long terme, vous la portez. De quoi vous avez besoin ? Est-ce que c'est d'argent dont vous avez besoin ou est-ce que c'est de volonté politique ? Ou des deux ? On a besoin de beaucoup de choses. Toujours moi, j'aime bien le fait de penser que le coronavirus puisse être un révélateur. Parce qu'au bout du compte, on va faire des comparaisons. On va voir quels sont ceux qui s'en sont mieux sortis que les autres. Et pourquoi est-ce que certains s'en sont mieux sortis ? Et il est clair que ceux qui ont réussi à gérer cette épidémie mieux, personne n'est épargné. Ceux qui l'ont mieux géré sont ceux qui étaient clairement mieux préparés et qui avaient probablement aussi quelque part un tissu industriel qui accompagne ça, un tissu économique qui accompagne ça, et on voit bien quelles sont nos failles. Que tout le monde aujourd'hui, dans le temps court, est parfaitement d'accord pour admettre cela, mais je n'ai pas encore vu, et ça fait partie d'un certain nombre de messages qu'on essaye de passer, qu'il y ait une programmation, quelque chose qui permette aujourd'hui aux politiques déjà de se projeter. Ça, on l'attend. En disant voilà comment on va faire après. Frédéric Collet, on a eu l'émotion et le débat créé lorsqu'on a cru à un moment que Sanofi pouvait mettre à disposition peut-être plutôt un vaccin potentiel aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a des discussions entre le gouvernement avec des investissements en commun. Est-ce que pour vous, il y a des pays qui sont des modèles ? La France a clairement à apprendre des autres. Et notamment quand on parle justement d'indépendance sanitaire, qui est le grand sujet, cette crise a montré que nous avions un certain nombre de facteurs de dépendance. Et finalement, la dépendance sanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait
de pouvoir assurer en toutes circonstances la disponibilité du traitement dont le patient a besoin. Et la crise nous a appris qu'en toutes circonstances, ce n'était pas tout à fait un effet de langage, qu'en toutes circonstances, ça a un sens. La fin du « et en même temps », c'est de vouloir assurer le contrat social auquel nous sommes très attachés, de faire que tous les Français puissent bénéficier du traitement et du meilleur traitement dans les meilleures circonstances, et en même temps d'assurer l'hyper-régulation et de faire que les comptes publics soient parfaitement équilibrés. Mais il y a un moment où ça craque. Ce que d'autres pays font beaucoup mieux que nous et qui devrait être la base, la première pierre à poser sur notre édifice, ce serait d'avoir ce qu'on appelle un horizon scanning, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui va arriver et comment devons-nous prévoir pour assurer que ces traitements-là seront rendus disponibles. C'est pas un danger pour les industriels, ça, que finalement l'Europe devienne un payeur plus intelligent et s'allie ensemble en voyant cette vision plus long terme? Il ne faut pas avoir peur des gens intelligents. Je crois qu'il ne faudrait pas aborder ce débat en disant il y a d'un côté un pouvoir politique et de l'autre côté un pays. Là, on a campé les personnages dans cette crise d'une manière caricaturale. Il y avait les méchants au gouvernement, les technocrates complètement étroits d'esprit, etc. et un pays peuplé de saintes gens qui allaient comme cela en donnant la bonne parole. Non, il faut construire un pays résilient. On ne peut pas rapatrier une industrie quand on a des pétitions qui circulent suite à un sinistre industriel tout à fait regrettable, mais en demandant qu'il n'y ait plus d'usines dans les villes. On ne peut pas rapatrier une industrie pharmaceutique quand chaque fois ce qu'on appelle les big pharma sont les excuses des big ego, des mégalomanes qui occupent les plateaux. Il faut aussi que cette société résiliente, elle soit bâtie par les citoyens. Je suis tout à fait... Il faut donc de la cohérence. Mais on ne peut écoutez, pas tout avoir. Dans les EHPAD, il y a des représentants des conseils départementaux. Où étaient-ils pour tirer la sonnette d'alarme? Dans les conseils régionaux, ils ont la responsabilité des filières industrielles. Où étaient-ils pour créer une filière de tests? Les maires étaient susceptibles d'avoir des stocks. Enfin, moi, j'ai trouvé absolument extraordinaire le président d'un syndicat médical qui a dit « Nous n'avions pas de masques dans nos cabinets. » Mais enfin, ils attendent que le préfet, avec une petite charrette, leur apporte des masques. Enfin, dans quelle société est-on ? On déresponsabilise, c'est ça ce que vous voulez dire, hein? On déresponsabilise un peu tout le monde. Il faut que la société ne pourra être résiliente que si chacun s'y met.